Merci, commandant, de nous recevoir chez vous, dans votre bureau, face à la mer, Oui. à Audierne. Alors, pour French Quarter Mag, que pouvez-vous nous dire de votre dernière navigation en Méditerranée? Quel retour d'expérience vous en tirez? Alors cette navigation a été intéressante au niveau technique et humain aussi, parce qu'en fait elle nous a un peu ouvert les yeux. Il faut savoir quand même qu'on est parti pour la première fois en février, c'est-à-dire au cœur de l'hiver en France, et de l'hiver surtout dans le golfe de Gascogne qui est réputé assez tempétueux et même dangereux à cette époque-là. Reprendre la mer après 1 an et demi d'immobilisation, ça veut dire un bateau qui n'est pas navigué depuis tout ce temps-là, un équipage qui avait été dispersé et dont une bonne partie, notamment dans les gabiers, n'avait pas navigué pendant toute cette période. Voilà, donc tout ça, un contexte de reprise difficile, avec une situation météo difficile, prévisible. Bon, après on escomptait toujours un hiver peut-être clément. Donc on a quitté Rochefort fin janvier, et puis pour aller à La Rochelle, finir l'armement, et on a appareillé de La Rochelle le 20 février, direction la Méditerranée. On devait faire un voyage de 4 mois. Et on savait que le début allait être difficile, parce qu'évidemment pour aller en Méditerranée, il faut sortir du golfe de Gascogne, on appelle ça dégolfer. Il y a un terme qui a été inventé tellement c'est difficile, c'est un peu comme le Cap Horn. Et il faut passer le Cap Finistère en Galice, et ensuite descendre les côtes du Portugal, sachant que les dépressions atlantiques arrivent là assez régulièrement. Et ensuite Gibraltar et rentrer en Méditerranée. Alors, cette année, la situation était particulière, puisque le Storm Track, qui est le courant jet, le long desquels circulent les dépressions atlantiques, normalement, ce Storm Track, il est établi entre Terre-Neuve et l'Écosse. Et cette année, il était entre la Caroline du Nord, Caroline du Sud et le Maghreb. En passant donc par... vous étiez en plein dedans. Et donc on s'est retrouvés, nous, finalement on est sortis du golfe de Gascogne en 2 jours. Oui. On a eu du vent de nord-est, petite brise de nord-est, alors ça nous a permis aussi de nous entraîner tout de suite. Et de vous d'amariner l'équipage. Voilà, de nous mettre dans le bain un petit peu. Donc de prendre nos marques, parce qu'on avait prévu au départ une semaine d'entraînement. On s'est dit on va s'entraîner sur la route. Mais l'essentiel était de sortir du golfe, qui est un peu un piège, puisque les vents d'ouest nous poussent dans le fond. Donc on a gagné assez rapidement la latitude au large de Porto. Et c'est là que les difficultés ont commencé, puisqu'on a vu sur la carte météo des familles de dépression de l'autre côté de l'Atlantique. Et effectivement, le lendemain, on a reçu la première dépression, force 8, avec un orage violent, des grains violents. On a engagé, c'est-à-dire le bateau s'est couché. Un grain qui n'était pas prévu, le premier grain. Et ainsi de suite. Et ensuite, on s'est retrouvé au large du Cap Saint-Vincent avec force 10, des creux de 10 mètres et des dépressions successives. C'est-à-dire que tous les 24 heures, il y a une autre qui arrive, une dépression très forte. Et entre-temps, la mer grossit, puisque le vent reste établi dans le secteur sud et sud-ouest à ouest. Pas de bascule au nord-ouest. Il n'a pas le temps d'avoir sa bascule au nord-ouest, puisqu'une deuxième arrive derrière. Donc on est dans un vent d'un secteur à peu près égal, donc avec de la mer qui grossit. Et donc les difficultés ont commencé. On a commencé à avoir des blessés à bord, des gens malades, du mal de mer. Et puis la fatigue qui s'est installée, faire une manœuvre avec 30-40 nœuds de vent, c'est beaucoup plus difficile qu'avec 20. Et puis les forces diminuent, il y a moins de gens quand il y a des blessés et des malades victimes du mal de mer. On a moins de monde sur le pont, donc ceux qui y vont doivent travailler plus. C'est le cercle vicieux. Donc on a vu que effectivement on a vraiment pris conscience, parce que c'était la première fois qu'on avait du gros temps durable, plus de 5 jours, 6 jours de gros temps successifs, et on a vu que nos forces diminuaient rapidement. Et que donc j'ai réalisé vraiment qu'on n'était pas assez nombreux à bord. Et aussi que ceux qu'on avait n'étaient peut-être pas de moins bonne qualité que ce qu'on avait au départ. En 2014 et 2015, ils étaient peut-être moins motivés. Voilà, on a été moins rigoureux dans la sélection.
Donc ça, c'était le premier avertissement. Ensuite, on est rentré en Méditerranée, et là en Méditerranée, situation exceptionnelle, puisqu'on était au BMS, au bulletin météo spécial, le numéro 200 et quelques, alors qu'on était déjà seulement au mois de mars. C'est-à-dire que ça faisait deux coups de vent, 2 avis de coups de vent par 24 heures en Méditerranée. C'était du jamais vu, un record. Ouais. Et évidemment, nous étions en Méditerranée, parce que comme le storm track était très bas, les dépressions rentraient en Méditerranée et créaient des situations chaotiques avec... alors on a eu tout, on a eu des vents forts, très très variables, très orageux, des vents qui montent très vite, qui ne correspondent pas aux situations météo, parce que dans une situation comme ça, les prévisions météo sont moins bonnes, de moins bonne qualité, puisque c'est une situation anormale. Oui, anarchique. Donc, par la force des choses, les prédictions ne sont pas bonnes, les moyennes des calculateurs se trompent. Donc, on a été surpris, on a eu des gros coups de vent, des orages, on a eu des tornades, on a eu même au mouillage de Creus à Rosas. Oui. On a encaissé des vents de 70 nœuds, avec des tornades. On a eu des orages de grêle, on a eu aussi des trombes marines. Ah ouais, on a eu tout. On a eu tout, le pont couvert de glace, de grêle. On a eu la foudre qui est tombée tout près du bateau, puisque les gens ont ressenti des charges électriques dans les mains. Voilà, donc on a eu vraiment du très mauvais temps pendant longtemps. Et voilà, alors une chose positive quand même, le bateau, dans les creux de 10 mètres, a confirmé qu'il était bien construit et qu'il tenait bien la mer. C'était une excellente coque. Ouais. Le gréement, tout a bien tenu. Les jeux de voilure, tout ce qu'on a mis en place d'historique a parfaitement tenu. Et le bateau, même dans la mer de l'arrière, parce qu'à un moment on a mis en fuite pour aller rentrer à Gibraltar, donc 3/4 arrière. Bon, c'est la situation la plus défavorable pour un bateau, puisqu'il est moins appuyé avec ses voiles et avec des creux de 10 mètres. Bon, oui. La tenue est moins bonne. Là, le bateau a quand même bien tenu, mais on a pris des coups de roulis à 45 degrés, qui ne sont pas très sains. C'est limite, oui. C'est limite, parce qu'on peut chavirer à 56. Donc j'ai vu que, voilà, je m'étais dit, si jamais ça monte un peu plus, je vais prendre la cape. Mais en même temps, à la cape, on fait plus de route. Et on se ramasse la dépression suivante. Mais c'est un bateau de cap, ça j'ai découvert. Ah oui, c'est un bateau de cap, ouais. Il est pas fait, il a été prévu pour la cape. Mais à la cape, il ne bouge pas. Puisqu'on l'a testé au large de Sissier, avec 55 nœuds établis, on avait l'impression d'être à quai. Ouais. Donc c'est un bateau de cap. Ça c'est une découverte. Ouais. Donc c'est rassurant, en même temps, on se dit que dans des situations très difficiles de mettre... Il ne faut pas faire route. Voilà. Donc le bateau, on est très rassuré. En plus, nos procédures ont fonctionné, nos procédures au gros temps, on a pu les tester. On les a améliorées avec mise en place de filets. Alors ça, je l'avais établi avant de partir, on l'a mis en place. Donc des filets sur toute la partie arrière pour retenir les marins, des filets de 2 mètres de haut, et des filières de sécurité. Nos procédures aussi on a eu beaucoup de voies d'eau, beaucoup d'entrées d'eau par tous les parties. Oui, quand le bateau a engagé. Voilà, et puis même dans les coups de roulis, on a immergé souvent les canons de 12 jusqu'au canon de 6 en haut. Voilà, jusqu'au pont supérieur à toucher l'eau. On a rentré beaucoup d'eau dans le bateau. Donc on a identifié les passages d'eau, c'est tous les porte-étanches qui n'existaient pas à l'époque. Et de la batterie à l'endroit où on mange et le gaillard d'avant. Bon, maintenant on a identifié ça, on a étanché, on a refait tout le concept et on va continuer à améliorer cette partie. Sinon, le reste a bien marché. Voilà, donc le bateau, bien avec quelques petites corrections pour du très gros temps. Ouais. Et ensuite, l'équipage. Par contre, la faiblesse a été ça, la faiblesse a été grandissante, puisque ensuite on avait pris les meilleurs pour le départ parce qu'on savait que c'était le plus dur. Et comme le dur a continué, on s'est retrouvé démunis puisqu'on n'avait pas les forces suffisantes, ni la qualité d'équipage. Et on a été en danger plusieurs fois, on a navigué en zone rouge parce qu'on n'avait pas le potentiel humain et on était à la limite de pouvoir faire certaines manœuvres ou d'être suffisamment réactif. Donc ça c'est pas bien. Et moi pour la première fois sur l'Hermione, j'avais hâte que ça s'arrête. J'avais hâte qu'on rentre au port. Et j'étais prêt même à rentrer dans un port et attendre que ça se passe. Parce que l'équipage n'était pas là. 1h40 pour faire un virement l'offre pour l'offre, c'est inadmissible. Et en pleine nuit, on a eu ça là. On a
pas réussi, on a mis un temps infini à virer de bord, on a perdu énormément de distance sous la route. Voilà, donc tout ça c'était révélateur. Il y a eu une petite dérive dans la sélection du personnel et puis tout de suite la sanction est là. Et oui. En mer c'est comme ça, hein. La sanction on l'a tout de suite et puissance 10. Donc la mer ça rigole pas. Hein, c'est implacable. Donc ça nous a révélé tout ça. Alors, est-ce que c'est le destin? Oui, je pense, il y a toujours une part du destin là-dedans et c'est pas pour rien. C'est-à-dire cette chose-là, c'est pas venu par le hasard, c'est que ça nous a montré un peu nos faiblesses, ça nous a forcé, parce que moi j'ai fait une liste importante aussi de toutes les actions à mener sur le bateau, toutes les corrections à faire pour que le bateau soit vraiment sécurité maximale, pour faire face à, vu l'expérience qu'on a eue, et pour l'équipage, on va reprendre tout en main, et voilà, faire quelque chose. Revoir les critères de sélection, enfin la sélection des gabiers. Voilà, ouais. Oui, parce que bon, c'est un voyage conséquent quand même, on a fait à peu près 15 000 milles. Hein, oui, donc c'est du même ordre que le voyage en Amérique. Voilà, c'est à peu près la même distance, on a fait le golfe de Gascogne, l'Atlantique, la mer Méditerranée. Oui. Et donc finalement, au total, des conditions météo beaucoup plus dures que l'Atlantique. Donc en conclusion, un bateau très bien construit, solide et capable d'affronter les conditions météo très dures, mais la nécessité d'avoir un équipage top. Voilà. Voilà. Ne jamais oublier. Les ingénieurs qui ont conçu ce bateau-là, les ingénieurs constructeurs, l'ont fait pour un équipage de 150 hommes à la manœuvre. Oui. Voilà, leur cahier des charges, c'était faites un bateau, telle taille, telle dimension, tel armement. Il faut 150 hommes à la manœuvre. Bon, ils étaient 250 dans tout, 200 en temps de paix. Mais à la manœuvre, sur les rôles de manœuvre, 150. 150. Donc 150, nous on est 70, on est la moitié. Voilà. Donc cette fois-ci, on a réussi à le faire sans trop de problèmes jusqu'à présent. Bah non, là on s'est rendu compte que ça passait pas et qu'effectivement il était fait pour 150 personnes et que nous on commençait à être limite en danger parce qu'on n'est pas assez nombreux, donc on va revoir la qualité des gens. On ne peut pas jouer trop, on va prendre quelques gabiers supplémentaires, j'ai augmenté le plan d'armement, mais on va jouer surtout sur la qualité des gens. Oui, parce que de toute façon, matériellement, vous n'avez pas la place de loger 150 personnes, c'est impossible. Mais non, c'est ce qui dès le départ nous avait limité à 4. Parce que décemment, on ne peut pas, avec les critères d'aujourd'hui contemporains, d'hygiène, de vie, voilà, et puis l'inspection du travail, je pense que ce serait un peu la grimace. Donc on ne peut pas loger décemment plus de monde que on va dire 85 personnes à bord, c'est déjà pas mal. Bien. En fait, au moins là vous savez ce qu'il faut faire pour les prochaines navigations. Voilà, on pourra préparer des petites navigations, mais surtout des grandes. Oui. Parce que là c'était un aperçu d'une grande navigation, puisque le premier leg faisait 17 jours. Donc 17 jours pour une étape, hein, c'est pas 4-5 jours. C'est la longue durée, il faut tenir. Et donc voilà, ça nous a un petit peu montré comment faire pour des grandes navigations. Voilà, alors l'année prochaine, ce ne sera pas une grande navigation, vous irez en Normandie et à Nantes. Voilà. Mais au-delà, est-ce qu'il y a des projets qui se préparent? Alors l'année prochaine, effectivement, c'était pas tellement prévu encore cet été, l'été dernier. Ça a été validé finalement. Bon, il y a eu des pressions énormes pour que l'Hermione finisse de boucler son Tour de France. Elle avait fait toute la façade atlantique, la Bretagne a été généreusement servie, la région Grande-Aquitaine, la Méditerranée cette année. Et donc les Normands tapaient un peu du poing sur la table et disaient « et nous ?» Bon, c'est vrai qu'on n'était pas allé plus loin que Saint-Malo, dans l'est de la Manche, donc c'était un peu justice que d'aller visiter ces pays-là, enfin, ces régions-là. Et en plus, il y avait une forte demande pour l'armada de Rouen qui a lieu tous les 4 ans. Il ne fallait pas laisser passer cette occasion. Voilà, c'est un passage obligé un petit peu pour les grands voiliers. Tous les grands voiliers qui veulent se faire connaître doivent être là. Donc il fallait en faire partie et participer à cette armada. Et en plus, l'initiateur, le créateur de cette
fête Armada, c'est Patrick Air, qui est le maire de Rouen, et c'est sa dernière édition, et il voulait à tout prix avoir l'Hermione. Qui à sa place, il fallait que l'Hermione aille se montrer tôt ou tard là-bas, puisqu'on rencontre des tas de voiliers internationaux qui ne nous connaissent pas nécessairement. En France, on est connu, mais peut-être pas nécessairement dans tous les pays étrangers, en Europe en tout cas, donc voilà, un passage obligé. Et puis on en profite pour rendre visite à Cherbourg, peut-être à Ouistreham, puis à Dieppe. Voilà, on va faire un petit peu le tournée des petits ports de Manche, de la Manche. Et le Havre, je crois que ça c'est pas. On fait un passage aussi des bords en Loire, alors c'est Saint-Nazaire et Nantes, voilà, depuis le temps. Voilà, on a vraiment fait tous les ports susceptibles de nous accueillir, sauf Lorient. Voilà, bon. Et c'est une petite navigation, puisque c'était juste pour répondre à cette attente, mais on voit que on a eu beaucoup de mal à trouver des ports, à convaincre les ports de payer aussi, parce que on demande une participation des ports. Bon, on voit que ça devient difficile, et qu'on ne pourra pas longtemps choisir ce modèle d'escale en France, puisqu'on a fait le tour des ports de France, ça a été laborieux pour obtenir des fonds, et on voit que ce modèle ne peut pas durer longtemps. Donc on part toujours sur un grand projet futur pour l'Hermione. Alors il y avait plusieurs propositions, puisqu'on a vu que l'engouement du voyage de 2015 aux États-Unis a été tel que ça a généré un grand enthousiasme en France, et ça nous a permis d'avoir des fonds, des financements un peu plus facilement. Là on est un peu en panne d'un grand projet, on voit bien l'attention retombe, et l'intérêt pour l'Hermione retombe, et les médias, etc. Et le public aussi, puisqu'à Rochefort, on perd environ, on a perdu presque 20% des visiteurs. Voilà. Oui, les gens venaient surtout pour voir le chantier, la construction. C'était très intéressant, mais une fois qu'elle est construite, c'est un peu différent. Tout à fait, dans la construction, c'est évolutif. Un jour, il y a ceci, tiens, on a rajouté la filure de proue, l'arrière, puis on a rajouté un mât. Là, il n'y a plus rien, parce que le bateau est terminé. Donc les gens viennent une fois, deux fois, après c'est fini. Donc ils cherchent autre chose. Les gens veulent aussi du rêve. Ils veulent toucher le bateau, ils veulent voir, ils veulent de l'émotion. Ils sont en attente de ça. Donc, quel grand projet. Alors, les liens historiques avec l'Hermione, ils sont soit en Amérique, soit en Inde, océan Indien, puisque c'est ces deux missions. Elle a fait un peu les Antilles, je crois qu'elle a fait escorte de deux convois des Antilles à Brest, où il ne s'est pas passé grand-chose. À part la grande mission de l'Hermione, c'était la guerre d'indépendance. Oui. Elle a été construite pour ça d'ailleurs. Elle est toute neuve, elle est partie là-bas. Elle a fait cette mission glorieuse. Elle a très bien rempli sous le commandement de Latouche. Voilà. Après, en Inde, lorsqu'elle est arrivée malheureusement à Ceylan, la guerre était finie, puisqu'elle devait renforcer l'escadre de Suffren. Donc, mais ça fait rien. On pourrait se remettre dans le circuit historique, faire ça. Alors, dans les projets futurs, il y aura peut-être une éventualité, pourquoi pas aller en Amérique, retourner aux États-Unis, mais ça va être difficile à monter, parce qu'il va falloir trouver des villes nouvelles et puis mobiliser beaucoup d'énergie sur place. Et il y a aussi ce grand projet de la Pérouse, Odyssée la Pérouse. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien historique entre l'Hermione qui était commandée par Delatouche et la Pérouse qui commandait l'Astrée pendant la guerre d'indépendance américaine. Oui, ils ont bataillé ensemble contre l'Anglois. L'Hermione et l'Astrée ont bataillé, notamment la bataille de Louisbourg, contre une escadre de 5 bateaux anglais, 5 bateaux de guerre, et ils ont gagné d'ailleurs. Et la Pérouse a monté l'expédition en baie d'Hudson aussi quelques instants plus tard. L'Hermione devait y être, mais a été détournée sur une autre mission. Bref, il y a eu ce passé commun pendant la guerre d'indépendance, et la Pérouse était un des commandants de frégate là-bas. Donc on voit le lien. L'Hermione était contemporaine de l'expédition de la Pérouse, et en plus le premier initiateur d'un grand voyage autour du monde, c'est Delatouche, le premier commandant de l'Hermione, puisqu'il avait rédigé en 1777 un mémoire pour un grand voyage autour du monde. Et il voulait cette mission, et finalement c'est son ami, la Pérouse, à qui le roi va confier la mission de grand voyage autour du monde. Il a dû lui en vouloir un petit peu. Voilà, donc nous,
En plus, les bateaux sont très proches, hein, l'Astrolabe, la boussole, visuellement, c'est l'Hermione, c'est contemporain, c'est l'esprit des Lumières, c'est tout ça. Donc on s'est dit qu'on pourrait refaire le voyage de la Pérouse. Alors pourquoi refaire? Parce que ce voyage s'est achevé malheureusement à la moitié de la durée à Vanikoro, puisque les deux frégates, l'Astrolabe et la boussole, ont été prises dans un cyclone. Oui. Et comme justement il n'est pas tout cartographié parce qu'ils étaient en train de le faire, ils ont trouvé une île sur leur chemin alors qu'ils étaient en fuite dans la nuit et la tourmente, et ils se sont tous les deux échoués. Et on a mis pratiquement 50 ans à retrouver les épaves. C'est Peter Dillon, un Irlandais, qui a retrouvé le lieu du naufrage, oui. Qui a certifié en ramenant 4000 pièces des épaves, dont une garde d'épée de la Pérouse. Oui, et voilà, je sais. Donc c'était la preuve absolue. Donc nous, le but de l'Hermione, ce serait de faire un grand voyage scientifique vers Vanikoro et reprendre dans le même esprit qu'autrefois scientifique le voyage, dont la feuille de route avait été rédigée quand même par l'Académie des sciences, n'oublions pas. C'est pas le roi qui a, c'est le roi qui a financé, mais c'est l'Académie des sciences qui a défini la mission et tout ce qu'ils avaient à faire. Donc refaire dans le même esprit un grand voyage scientifique, peut-être plus maintenant avec une note plus écologique, hein, une sorte d'état de la planète 230 ans après, sur les traces de la Pérouse, voir ce qui a changé, voir ce qui est nouveau, voir les nouveaux problèmes qui se présentent, et puis aller jusqu'à Vanikoro, mais surtout à partir de là, reprendre officiellement la suite de la mission dans le même esprit, reprendre ce voyage et le terminer. Je dirais le terminer enfin. En revenant à bon port après. Pour détruire un peu cette malédiction, on a appelé aussi la malédiction de la Pérouse. C'est quand même triste pour un voyage qui a été quand même un succès jusqu'au naufrage malheureux. Mais à l'époque, on n'était pas à l'abri de ça. Même encore aujourd'hui, les bateaux coulent avec les radars, GPS, etc. Donc à cette époque-là, c'est même un exploit d'avoir été jusque-là. Et rappelons-le, c'était le deuxième grand tour du monde après Bougainville, qui a été le premier à le faire, officiellement, français. Voilà. Et ça aurait pu être le deuxième. Donc, en finir avec cette malédiction et finir le voyage, rentrer en France et demander à l'État français qui déclare l'expédition de la Pérouse enfin terminée. Voilà, monsieur de la Pérouse est rentré et voilà, reprendre le flambeau un petit peu. Donc c'est un beau projet, c'est un projet très ambitieux, c'est un voyage de 2 années, c'est 56 escales, c'est 2 fois 0,7 le tour de la Terre. Oui. Puisqu'on fait beaucoup de boucles dans le Pacifique, notamment. Voilà, il y a beaucoup on passe au Cap Horn, voilà, c'est un très très beau voyage, plein d'aventures. Évidemment, on serait très médiatisé, très filmé, pour que tout le monde puisse voilà, participer au voyage à distance. Maintenant, on a des moyens qui nous le permettent avec les satellites, l'informatique, c'est extraordinaire, les drones. On peut vraiment partager ce voyage au jour le jour, presque en temps réel. Voilà, donc c'est le but, faire un grand événement avec l'Hermione. Alors c'est très ambitieux, bien sûr. Il faut beaucoup de monde, il faudra beaucoup d'argent. C'est un budget d'environ 10 millions d'euros. Mais les retombées, il ne faut pas demander combien que ça va coûter, il faudra demander combien ça va rapporter. Ça va rapporter de l'argent dans les produits dérivés, mais surtout ça va donner une dimension vraiment internationale à l'Hermione, puisqu'on va faire tout le continent sud-américain. Ensuite, on fait tous les grands pays, en fait, sauf l'Inde, pour l'instant. Mais il n'est pas impossible qu'on ne passe pas en Inde. On fait toute l'Amérique du Sud, une partie de l'Amérique du Nord, puisqu'on va à Hawaï, aux Mariannes, à Guam, etc. On touche l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on touche la Chine, le Japon, la Russie, les Philippines, je dis, le monde entier. Et l'Afrique, puisque il est question qu'on passe en Afrique du Sud, puisque c'est le retour. Donc, tous les grands pays sauf l'Inde, à moins qu'on fasse une boucle. Donc on va donner une dimension internationale, d'autant plus que l'équipage sera aussi composé avec des scientifiques et des gabiers internationaux, des pays où on va passer. Donc on va vraiment faire un bon brassage et montrer l'aspect, le côté international du projet. Voilà, donc on a beaucoup à gagner, Rochefort a beaucoup à gagner aussi, puisque Rochefort devient à ce moment-là, redevient le pays le port des grands départs et le port de retour des grandes expéditions dans le monde entier. Il ne faut pas oublier tous les botanistes,
qui sont revenus à Rochefort et qui ont planté des petites plantes, ramené du bégonia, par exemple. Le bégonia, hein, M. Bégon. Et puis l'Académie navale de Rochefort, qui était la première en Europe, et peut-être dans le monde, je crois. Première académie de médecine navale. Oui. Et qui emportait, et dont beaucoup de membres partaient comme ça dans les expéditions pour faire des recherches sur la santé des équipages, sur les médicaments qu'on utilisait à l'autre bout du monde, sur les procédés des différentes médecines étrangères, etc. Puisqu'il devait prendre aussi, il devait interviewer les sorciers des différentes peuplades rencontrées, essayer de voir les produits qu'ils utilisaient, les plantes rares, les onguents, les cicatrisants, leur méthode opératoire, comment est-ce qu'ils opéraient des gens, etc. Donc, et ces gens-là revenaient à Rochefort après. Donc Rochefort est très très lié, et ça c'est un autre lien historique avec le voyage, le projet La Pérouse, c'est que Rochefort, outre le fait aussi que d'ailleurs la boussole était construite et armée à Rochefort, enfin construite à Bordeaux mais pour Rochefort et finie d'armer à Rochefort, c'est un bateau qui part de Rochefort, donc, et qui aurait dû revenir à Rochefort. Donc le lien est là, et on peut donner vraiment à Rochefort s'il en fallait encore une, mais encore une image supplémentaire vers le public de grand port en fait, à l'origine. Et pas un port musée seulement, avec une corderie royale, il y a tout ça. Alors l'écrin est là, puisque Rochefort a gardé son architecture, n'a pas été bombardé pendant les guerres, n'a pas eu trop de dégâts, et au niveau même, on va dire, l'esthétique. Cette ville est authentique, elle n'a pas bougé beaucoup. Elle a bougé normalement, avec l'évolution des constructions, etc., mais elle n'a pas été défigurée. Elle est dans son jus, c'est un écrin, c'est un bel écrin. Et voilà, on peut encore donner cette nouvelle dimension de grands ports historiques, de découverte du monde. Mais le départ pour le voyage en Amérique en 2015 lui avait déjà redonné un peu cette dimension internationale. J'ai enregistré, récupéré sur internet des séquences vidéo de journaux télévisés, d'Amérique bien sûr, de Grande-Bretagne, mais d'Indonésie, de Chine. Oui, le voyage de l'Hermione pour l'Amérique a été une information qui a circulé dans le monde entier. Donc là, ça va lui redonner encore plus de médiatisation sur toute la planète, et c'est une très bonne chose pour l'Hermione, pour Rochefort et pour la France, je pense. Oui, cette fois-ci, ce serait vraiment aussi voilà, emmener le pavillon français dans le Pacifique. Le Pacifique où tous les grands pays donnent aujourd'hui. Le monde se fait dans le Pacifique. Absolument. Entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine et le Japon, l'Australie et le Japon, tout est là. Hein. Le bassin du Pacifique est énorme. C'est aussi un bassin qui concentre les pollutions, comme les continents de plastique, et puis aussi le changement climatique et El Niño. On voit que c'est un endroit très important au niveau économique, au niveau culturel, à tous les niveaux, donc il faut qu'on y soit. Absolument. Et la Pérouse, il fait la majeure partie de son voyage là, c'est pas pour rien, c'est prémonitoire, et il ne pensait pas que ça allait devenir, que le Pacifique allait prendre cette importance. Alors l'Hermione, oui, il doit aller dans le Pacifique et faire connaître la France, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, les Anglais et les Français sont les seuls à cartographier le monde. C'est-à-dire quand James Cook est passé dans le Pacifique, suivi par Bougainville puis par la Pérouse, c'est pour enfin, c'était une des missions, de terminer la cartographie du monde. Parce que c'est un bazar, il ne faut pas oublier. Il y a des îles qui n'existent pas, qui sont sur des cartes, des îles qui sont à 200 000 de leur position, qui sont écrasées en longitude surtout, en latitude. Non, c'était assez bon. Et des erreurs volontaires. Il y a des gens, notamment les Espagnols, avaient positionné plusieurs îles avec des grosses erreurs de latitude, ce qui était impossible puisque ça, il a maîtrisé la latitude, surtout les explorateurs. Donc, on voit bien que c'était, d'ailleurs Bougainville le dit, et la Pérouse aussi, c'était délibérément mal positionné, etc. Pour tromper les autres. Des secrets qu'on voulait garder. Voilà, je crois que les Hollandais n'étaient pas mauvais dans ce domaine-là aussi. Les Hollandais étaient terribles dans ce domaine-là, où ils donnaient des fausses îles, des fausses indications pour tromper les autres. C'était commercial, on voit qu'il y avait des enjeux un petit peu stratégiques et commerciaux. Donc,
sans Cook et les Français, il n'y aurait pas eu de cartographie, ou très tardivement, avec les naufrages, etc. Donc il faut rappeler aussi cette part importante de la France, parce que ça coûtait cher d'armer 2 frégates, et des Anglais. Et nos 2 nations ont permis de enfin faire la carte du monde. Voilà, bien, je crois que c'est un projet très ambitieux, mais digne de l'Hermione et de ses ancêtres. Donc, je pense qu'on peut vous faire confiance pour arriver à le mener à terme. On espère. Voilà, et bien, merci, commandant, pour toutes ces informations qui vont certainement passionner les lecteurs de French Quatermain. Voilà. Bonjour aux French Carters. Voilà, merci.